Bonjour à tout le monde, bienvenue à Xebicon, c'est la première édition de cet événement. Il a été joué aux Pays-Bas les 2 dernières années, donc c'est la première fois qu'on vous accueille à Paris. On est ravis de vous voir si nombreux. Vraiment, je crois qu'on avait 350 personnes d'inscrites, il y a eu plus de 550. Après, on a fait un sold-out, donc j'espère que tout le monde ne va pas venir. On est ravis de vous accueillir. On vous a concocté un programme qui, nous l'espérons, vous plaira. Il y a 27 conférences, 10 témoignages clients, des hands-on, un expert café, je vais vous parler un peu de tout ça. On a été assez surpris du nombre d'entreprises qui ont aussi répondu présentes. Merci à nos clients de témoigner, bien entendu. On a 10 témoignages qui, je l'espère, vous éclaireront. Donc voici un peu les sociétés qui ont répondu présentes aujourd'hui. Donc on a un beau panel de l'IT française, de sociétés du CAC 40 jusqu'à des startups en passant par des entreprises de taille intermédiaire ou moyenne. Pour l'année prochaine, promis, on essaiera de prévoir un centre de conférence plus grand. Je ne sais pas si vous connaissez l'Alliance. Je vais très brièvement vous dire ce qu'est l'Alliance. L'Alliance est un ensemble de sociétés qui sont liées capitalistiquement et qui sont présentes et qui vont co-animer cette journée. Donc nous avons TIGA, qui est un cabinet de conseil en product management, product ownership et création de produits numériques innovants. UX République, qui est très centré sur l'expérience utilisateur. Xebia, donc, qui est la société qui vous accueille aujourd'hui, avec son pendant sur les technologies .NET, Microsoft. On a Xebia Lab, qui est un éditeur de logiciels en continuous delivery. WeScale, société spécialisée sur le cloud computing. Et enfin, Acamis, qui est une agence de marketing digital. Donc toutes ces sociétés-là vont prendre part à l'événement et seront donc aptes à vous faire des présentations. Donc je vous invite aussi à aller voir toutes ces présentations. Une des valeurs de Xebia et des sociétés de l'Alliance, c'est le partage de la connaissance. Je pense que pour les clients qui nous connaissent, vous savez que nos consultants rentrent tous les mois chez nous pour partager leur savoir-faire, leurs expériences technologiques, leurs expériences méthodologiques. Donc on le fait depuis la création de la société et sur l'intégralité des sociétés de l'Alliance. On appelle ça un XKE chez nous. Et donc Xebicon, c'est quoi? C'est simplement le fait d'ouvrir cette session de partage de la connaissance à nos clients et prospects. Donc c'est pour cette raison qu'on vous a proposé de venir. Notre partage de la connaissance, il se fait aussi par l'intermédiaire d'autres canaux. Vous allez voir que dans le centre de conférence, vous avez des publications qu'on appelle des Tech Trends ou des Product Academy, enfin tout un tas de publications que je vous encourage à emporter suivant les thèmes qui vous intéressent. On publie aussi beaucoup sur nos blogs. Sur l'ensemble des blogs des sociétés de l'Alliance aujourd'hui compte plus de 500 000 visiteurs uniques. Donc on est assez généreux envers la communauté. On explique ce que l'on apprend au quotidien à vos côtés. On parle aussi, bien entendu, à des conférences autres que la nôtre. Les thèmes abordés aujourd'hui, sans rentrer dans le détail puisque vous aurez le programme, on va parler user experience, bien entendu. On va parler back-end, architecture réactive, architecture microservices. On va parler de cloud computing, cloud hybride, privé, public, les chemins de migration vers le cloud. On va parler technologie web, front-end. Je pense qu'on est tous utilisateurs d'applications sur le web. Les nouvelles technologies ont des ascensions fulgurantes, notamment JavaScript. Et la refonte de ces applications web est une vraie problématique. Les applications mobiles, il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant considèrent le mobile comme étant le premier device de contact avec leur marque. Et il y a beaucoup d'entreprises qui raisonnent mobile first. Donc on va parler mobilité, que ce soit sur iOS, Android, Windows Phone et autres. On va parler d'objets connectés. C'est un marché qui est émergent, mais néanmoins très prometteur. Aujourd'hui, on a des applications concrètes. Il y a une présentation à ce sujet, je vous en parlerai plus tard, sur l'écosystème des objets connectés. On va parler de DevOps. Vous n'êtes pas sans savoir que le cycle de développement logiciel s'accélère et que le maillon faible a été jusque très récemment la chaîne des Ops, de l'exploitation. Et on va vous parler donc méthodologie et outillage pour réconcilier ce monde des devs et des Ops et gagner en time to market sur les produits numériques. On va parler marketing digital. Aujourd'hui, pour lancer un produit numérique ou lancer une marque sur le marché ou la faire connaître ou acquérir des clients et des nouvelles technologies et des nouvelles techniques d'acquisition client et de transformation client. On va vous parler craftsmanship, software craftsmanship, c'est un terme barbare qui veut dire le compagnonnage du logiciel. On va vous parler donc très bonnes pratiques d'ingénierie, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On va bien entendu vous parler data, big data,
les projets Big Data arrivent un peu partout en France. On emmène un certain nombre avec nos clients. Et l'aspect volumétrie, corrélation des données, data science, machine learning sont des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. On va parler agilité, bien entendu. Il y a quelques années, on voyait l'agilité au sein d'un département, d'un projet. Maintenant, on voit ça au niveau de l'entreprise. Donc, comment transformer à l'échelle une entreprise pour la faire devenir agile et aussi accompagner les directions métiers pour créer des produits. Et enfin, on va vous parler management, parce qu'on ne parle pas agilité sans changement de paradigme managérial, bien entendu. Une petite blagounette, autant interne qu'externe. Nos clients et donneurs d'ordre nous parlent souvent de digital. En revanche, dans le monde des technophiles, on parle beaucoup de numérique. Sachez que ça veut dire strictement la même chose. Donc, message passé à ceux qui ont fait beaucoup de blagues en interne sur ce terme numérique digital. Pour construire le programme de la journée, vous avez la possibilité de télécharger une application soit sous Android, soit sur iPhone qui a été développée pour la circonstance. Donc je vous encourage à l'utiliser et elle vous permettra aussi de noter les présentations. C'est une chose qui est très importante pour nous. On aimerait avoir votre feedback pour toujours s'améliorer. Donc si vous pouviez prendre 5 minutes à la fin d'une présentation pour noter, ça nous serait bien entendu d'une grande aide. On vous a préparé aussi un expert café, ça se trouve juste derrière les portes de cet amphithéâtre. Donc l'expert café, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller vous inscrire pour un échange en one-to-one avec un expert sur un sujet qui peut vous intéresser. Donc l'équipe d'organisation, ce sont les gens qui ont les t-shirts violets. Et ces personnes-là sont toutes équipées d'une tablette et vous pouvez prendre rendez-vous dans la journée avec ces experts one-to-one. Et donc on vous signifiera l'heure et vous pourrez donc les rencontrer juste derrière ces portes. On aime aussi les démos, donc on a demandé à 2 clients de nous démontrer des produits qu'on trouve sympathiques. Donc je vous présente Ubi, qui a été fait par la société Orange. Ubi, alors je m'exprime peut-être mal, bon, sous contrôle peut-être d'Orange. Nous on l'utilise comme avatar, hein, c'est-à-dire que vous pouvez interagir avec une équipe de projets distante et faire bouger le robot et aller parler à Pierre-Paul ou Jacques et avoir votre visage à la place de cet écran et donc avoir une représentation physique de vous-même sur un plateau projet, ce qui est très intéressant et très utile. On l'utilise, nous, sur un projet. Autre démonstration intéressante, DocaPost, qui est une filiale de la branche numérique du groupe La Poste, avec laquelle on travaille, enfin certaines sociétés de l'Alliance, développe une plateforme d'un hub numérique destiné aux objets connectés. Elle se veut être transversale, fédératrice et très orientée usage. Donc il y a une présentation qui est prévue de cette plateforme, mais néanmoins, vous pouvez aussi avoir une démonstration. Ces 2 démonstrations se trouvent sur la cafétéria, donc au-dessus de l'espace café. Donc je vous encourage, bien entendu, si vous êtes intéressé, à aller les voir. Il a été DGA Technologie et DSI du groupe Bouygues Télécom. Il a enseigné à Polytechnique. Il intervient fréquemment dans des conférences et il a accepté de venir nous voir aujourd'hui. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages de référence. Ancien élève de Normal Sup, il a également un doctorat et est membre de l'Académie des technologies. Il est aujourd'hui directeur digital et innovation d'AXA. Je vous demande d'accueillir Yves Cazot. Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir, d'abord merci à Luc pour cette très gentille introduction. J'ai le plaisir de vous parler de transformation digitale et je vais le faire sous un double prisme. D'abord la transformation nécessaire pour les entreprises face à des clients digitaux, face à un environnement, un changement qui vient de l'extérieur, et puis un prisme de capacité logicielle et en s'adressant à la fois à des acteurs de la DSI, mais plus largement à tous les acteurs de l'entreprise, y compris à son management. Et alors pour ça, je vous propose un plan assez simple en trois parties. D'abord, on va poser le décor. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais néanmoins, c'est toujours utile pour dire quelle est la transformation, la révolution digitale qui se passe dehors, dans le monde de nos clients, dans le monde de nos partenaires, auquel il va falloir qu'on s'habitue, qu'on s'adapte, à la fois du point de vue client et du point de vue technologique. Ensuite, deuxième partie, je ferai un petit survol des best practices, de ce que font les grands du numérique. Finalement, les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons d'utiliser la technologie. Et alors, on a vu un panorama dans le slide d'introduction avec les 15 ou
ou 18 petits carrés. On va les revoir un peu rapidement en disant effectivement, comme dit Marc Andreessen, « Software is eating the world », j'y reviendrai un peu plus tard, et donc les règles du jeu changent. Et ça me permettra d'arriver au cœur un peu de mon propos, et c'est ce qu'on essaye de faire chez AXA. Alors chez AXA, j'ai un double rôle. J'ai un rôle au sein de l'IT, je suis un orchestrateur digital en quelque sorte, donc je fais du conseil, c'est un petit peu le rôle que je vais avoir aujourd'hui. Et puis je m'occupe de la Digital Agency avec Stéphane Delbecq ici au premier rang. Et là, on essaye plutôt de faire. On est beaucoup plus modeste, mais on essaye de eat the dog food ou walk the walk. Et puis vous avez vu, effectivement, je parle en tant que membre de l'Académie des technologies. Je vais essayer de ne pas casser le matériel. Ce qui me permet d'être un peu plus décontracté, parce que pour être très franc, la première chose qu'on apprend quand on fait du digital, c'est l'humilité. Et si on me demandait juste de parler en tant que monsieur digital d'AXA, j'aurais tendance à dire, écoutez, je suis très en retard, je ne suis pas très avancé, je ne suis pas très à l'aise, et le travail m'appelle. Donc ce qui me permet de parler avec un peu plus de confiance, c'est justement de prendre une posture un peu plus globale. Et dans cette première partie, je vais m'appuyer sur plein de livres, que je ne vous citerai pas, mais vous les connaissez peut-être, puis sinon je vous encourage. Effectivement, je blogue aussi, donc c'est assez facile de retrouver les références. On va parler du panorama dans lequel on est, avec des thèmes clés, comme le changement continu, comme le rôle central du client, et l'importance de la stratégie digitale. Alors, le premier poncif, mais qui est néanmoins essentiel, parce que je pense que si on n'est pas d'accord là-dessus, le reste de la démonstration ne fonctionne pas, c'est que la transformation digitale, son objectif principal, c'est de rester en contact ou de créer une relation avec des clients qui, eux, sont digitaux. Et pour ça, la première leçon, elle date du Cloud Train Manifesto, donc de plus de 10 ans, c'est que les marchés sont devenus des conversations. Il ne s'agit plus de produire et de mettre à disposition, il s'agit de créer une relation intime avec le client, d'écouter, donc ça c'est quelque chose de plus l'entreprise est grande, plus c'est difficile, et de répondre, donc d'avoir une stratégie de contenu. Une conversation, ça consiste à avoir quelque chose à dire après avoir écouté ce qui se passe. Il y a je vous renvoie effectivement à des choses que j'ai pu écrire sur le blog. Il y a des tas de citations tout à fait intéressantes sur le fait, par exemple, Seth Godin dit une conversation, ça se rejoint, on ne s'impose pas. Deuxièmement, dans cette relation de conversation, celui qui bat le tempo, c'est plus nous. C'est plus la grande entreprise, c'est plus le producteur, c'est le client. Alors il y a une très jolie phrase que je cite sans arrêt, qui est « Le client est l'architecte de sa propre expérience », dans lequel finalement, en une toute petite phrase, on dit beaucoup de choses. Il y a des très bons livres écrits sur ce sujet-là. Ça veut dire que le système d'information, il doit s'adapter au temps du client. C'est-à-dire qu'il faut aussi relâcher la volonté de contrôle, celle qui a finalement sous-entendu tout le XXe siècle et le taylorisme. Il faut être dans un mode différent où on apporte au sein d'une expérience que le client construit des parties de la chaîne de valeur. Troisième je dirais, grande idée de ce XXIe siècle, c'est que dans cette relation, on ne va plus faire du push de services, de produits, même d'expérience. On va faire du pull, on va détecter les bons moments. Et pour ça, il faut construire une sorte d'intimité avec le client. Je vous renvoie... alors, un des auteurs du Cloud Train Manifesto, c'est Doug Searle. Il a écrit de Intention Economy, l'économie de l'intention, c'est-à-dire capturer l'intention du client. Et je vous renvoie à ce livre qui est... Alors, décidément, je vais regarder sur des farces avec le PC. Je vous renvoie à ça. C'est toute la dimension analytics, big data, conversationnelle, va chercher à nourrir cette idée qu'on est rentré dans le pull économie et plus dans le push économie. Et puis, je ne vais pas beaucoup parler d'agilité, parce que je pense que dans la salle, vous êtes tous aussi convaincus que moi, mais je vais néanmoins énoncer une sorte de vérité évidente. Le monde dans lequel on est un monde complexe de changement rapide, dans lequel la prévision n'est plus possible. Je vous renvoie à Nassim Taleb. Et comme la prévision n'est pas possible, il faut être agile. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un plan stratégique qu'on suit, il faut faire des petits pas et réévaluer en permanence sa position par rapport à son environnement. Une petite anecdote, chez Bouygues Telecom, je prêchais l'agilité depuis un certain temps, et un jour, le co-DG est parti en Suède, on a écouté Spotify, on a écouté le patron de Spotify, qui a expliqué ça de manière lumineuse en 5 minutes, en disant effectivement, de toute façon, je ne comprends pas mon environnement, donc j'ai bien besoin, tous les mois, de réévaluer ma stratégie. Et il y a eu un avant et un après. Alors, je vous l'ai dit, mon parti pris aujourd'hui, c'est de m'inscrire dans les pas de Marc Andreessen et de dire, effectivement, le software is eating the world. On ne peut pas faire de digital sans avoir une stratégie logicielle.
Et on ne peut pas être, j'anticipe pour ma conclusion, une entreprise digitale si on n'est pas une entreprise logicielle. Very bad news, mais c'est à mon avis totalement inévitable. Et quand je dis very bad news, probablement pas pour vous dans la salle, mais pour un certain nombre d'acteurs. Alors, en particulier, le logiciel, on va y revenir, ça va être le thème de l'exposé, c'est un monde complexe, constitué d'écosystèmes, constitué de partenariats, et la stratégie logicielle d'entreprise consiste à dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On le fait comment? Avec qui? On s'appuie sur quel écosystème? On travaille avec quel partenaire? Et cette stratégie logicielle va en fait complètement dicter la stratégie métier. Et j'irai même plus loin, je dirais, l'agilité factuelle, celle qu'on mesure en termes de capacité de time to market et de capacité à se réaligner en permanente, elle est complètement déterminée par la stratégie logicielle. On peut avoir lu les meilleurs livres d'Agile, de Scrum, on peut avoir le meilleur management le plus éclairé qui soit, si on a une mauvaise stratégie logicielle, on n'est pas capable de délivrer les produits dans les temps. Et si vous voulez, pendant les questions-réponses, je peux revenir là-dessus en parlant de l'expérience sur les box à Bouygues Télécom, parce que finalement, une grande partie de ce que je développe ici, on l'a appris sur le terrain en fabriquant des box, qui est un sport ou un métier extrêmement passionnant. Alors, si je fais je prends un peu de recul, la grande différence entre le logiciel qu'on fabrique chez AXA ou qu'on fabriquait chez Bouygues Télécom dans ces dernières années et celui que je fabriquais, moi, il y a 10 ou 15 ans, c'est qu'on fabrique des objets qui disparaissent en permanence, qui sont renouvelés de manière constante, qui ne sont plus stables. Et l'énorme différence entre l'ingénierie digitale et l'ingénierie système telle que j'ai pu l'enseigner à Polytechnique, c'est qu'on fabrique non plus des systèmes, on fabrique un flux continu de code qui change en permanence et qui, lui, produit un service qui change également de manière continue, d'où la métaphore de ce tourbillon de feuilles. Et parce que tout change, le code source redevient important. Alors, je ne sais pas l'éclairage ne me permet pas de juger l'âge moyen de la salle, mais pour ceux qui ont mon âge, on a vécu la métaphore de la black box, l'importance du test intégré, la séduction de l'outsourcing, toutes ces choses-là, en disant finalement le logiciel est un objet. Et un objet, il est stable. Alors évidemment, on met beaucoup de temps pour le fabriquer. Si on fait un système de contrôle automatique de transport chez Alstom, ou si on fait un système de navigation, c'est des gros objets logiciels, mais une fois qu'ils sont fabriqués, ils sont assez stables. Le monde digital est complètement différent. Et parce qu'il est complètement différent, le code source qu'on avait caché, et vous allez dans les grandes boîtes industrielles, vous demandez à voir le code source, on vous regarde avec des yeux ronds. À l'inverse, dans le monde digital, le code source, il faut le voir, il faut le connaître, parce qu'on va passer son temps à le montrer, je vais vous expliquer pourquoi, à le partager et à le changer en permanence. À titre d'ordre de grandeur, chez Google, on considère qu'il y a, sur les modules, il y a 50% qui sont touchés tous les mois. Et la raison de tout ça, c'est qu'effectivement, on a remplacé le centre d'attention depuis l'objet qu'on fabrique vers le processus de fabrication. Parce que si on passe son temps à fabriquer en permanence, le processus est plus important que l'objet. L'objet, il va changer très vite. Et tout ce qu'on va dire, depuis le Lean Startup jusqu'à DevOps, jusqu'à la production continue, c'est la conséquence du fait qu'on fabrique des objets qui changent en continu. Et l'autre conséquence du changement permanent dans lequel on est rentré, c'est que les notions de technologie clés deviennent extrêmement volatiles, et ce qu'on cherche à fabriquer dans cette troisième partie, on va fabriquer une notion de software factory, c'est de faire finalement un training academy, un lieu d'apprentissage permanent. Je vais y revenir. Alors, le focus sur le code source, il va avec un certain nombre de choses, avec ce que j'appelle l'intégration en boîte transparente, avec cette jolie image de maison tout en verre, et l'importance du code source. Alors moi, de la pratique de l'open source. Moi, j'ai commencé ma vie en tant que chercheur, et dans les années 90, je faisais avec un petit groupe des langages de programmation en open source. Et quand je suis rentré dans le monde plus industriel, entre autres chez Bouygues Télécom, j'ai commencé à promouvoir le fait d'avoir une démarche open source et d'utiliser ce que la communauté produisait. Mais à cette époque, c'était un nice to have. Là où le monde a complètement changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est un must do. Alors, c'est un must do pourquoi ? Dans un monde où tout change très vite, pour produire du code de qualité, il doit être vu par le grand nombre de eyeballs possible. Et il y a une première caractéristique du code open source, c'est qu'il va effectivement avoir cette exposition permanente à beaucoup de eyeballs. Le deuxième caractéristique, c'est que l'ampleur de la tâche,
quand on dit software is eating the world, fait qu'on a besoin de l'innovation externe, et donc on a besoin de communautés plus larges. Alors, je pense que je vous êtes tous convaincus dans la salle qu'il y a un trésor de valeur dans ce qui est disponible aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de réaliser que si on fait abstraction de ce trésor, on passe vraiment à côté d'opportunités et on devient surtout beaucoup trop lent et beaucoup trop inefficace. Donc, c'est ça qui explique ce basculement de pourquoi pas utiliser de l'open source à de toute façon, dans ma stratégie logicielle, je vais choisir mes combats, je vais me différencier, mais au sein d'un écosystème qui est ouvert. La pratique de l'open source, ça marche dans les deux sens. Ça consiste effectivement à profiter de la communauté. Ça consiste aussi, dès qu'on est sur des fonctions qui ne sont pas propriétaires critiques, elles sont rarissimes, à profiter de cette dynamique du partage pour réduire les coûts, mais surtout du partage pour augmenter la qualité. Et une des leçons les plus spectaculaires des 10 dernières années, c'est que finalement, en général, quand pour deux solutions logicielles qui existent, celle qui est open source est de meilleure qualité. Non seulement elle est moins chère, mais elle est de meilleure qualité parce qu'il y a cette exposition permanente à une communauté de testeurs-développeurs dont je serais bien incapable de dire s'ils sont plutôt testeurs ou plutôt développeurs. Ce jeu d'intégration ouverte en mode white box, dans cette intégration à partir du code source, il se joue évidemment à partir des API. Donc là, c'est tellement un buzzword que je ne vais pas en parler beaucoup. Je considère que vous êtes probablement tout aussi expert que moi. Derrière la stratégie d'API, dont je dirais quand même un petit mot à la fin, on retrouve des fondamentaux d'architecture logicielle et donc une recherche de modularité, l'importance des événements. Et alors, des choses qui nous animent chez AXA, c'est justement de faire naître la révolution de l'event-oriented architecture dans nos applications, et puis l'exposition des données de l'entreprise vers des écosystèmes plus larges. Alors, un petit mot et un petit clin d'œil, puisque Luc m'a dit « Ah, quand même, le Octo, c'est pas forcément ce qu'on aime le mieux comme référence, mais néanmoins, les géants du web, c'est un bon bouquin, c'est de la bonne vulgarisation. Quand il est sorti, j'en ai offert, moi, à Bouygues Télécom très largement. Comme je vais m'en inspirer, je rends toujours compte de mes sources. Donc, quelques idées simples sur ce que font les Apple, les Google, les Netflix et les autres. Première chose, ils mesurent tout. Ils sont obsédés par la mesure. Et c'est une conséquence de la complexité. Quand on est dans un monde complexe, en fait, les intuitions sont souvent trompeuses. Et alors, pour avoir passé des années à essayer de faire des services que les gens utilisent à Bouygues Télécom, on se trompe souvent sur ce que les clients vont faire. Et donc, la seule façon de savoir ce qui se passe, c'est de mesurer. Dans un monde digital, l'avantage, c'est quasiment tout se mesure. La deuxième obsession des géants du web, c'est de dire la denrée la plus critique au monde, c'est le temps du client. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on vient surtout, je dirais, en France et dans les 2 dernières décennies, d'une culture de la toute-puissance de l'entreprise par rapport à son client et où on a facilement considéré que le digital, ça consistait à faire faire au client des choses qu'on faisait avant en back-office et c'est ça qui faisait la réduction des coûts. Je ne vais pas citer les sites web auxquels je pense, mais je pense que vous avez tous des expériences de sites web où on se dit finalement, c'est plus maintenant outsourcé en Inde, c'est le client qui fait le travail pénible à la place du back-office. Donc c'est pas ça, le sens client de la digitalisation, c'est pas ça. Et l'obsession qui est frappante chez un Google ou chez d'autres de réduire absolument tout ce qui prend du temps au client et me semble quelque chose dont il faut absolument s'inspirer. L'autre caractéristique des gens du web, c'est le rééquilibre de build versus buy, en disant sur une partie limitée mais néanmoins importante de notre cœur métier, on va construire les choses, alors pas parce qu'on va les faire mieux, mais parce qu'on va les maîtriser, qu'on va pouvoir les faire changer en permanence. C'est pas du tout de l'arrogance de vouloir faire, ça consiste à dire, en fait, je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer, donc je fais un truc petit, simple, et que je maîtrise de A à Z. Alors c'est ce qu'on essaie de faire dans certains de nos projets innovants chez AXA. Et chaque fois qu'on dit on va faire la plateforme nous-mêmes, on a des remarques surprises en disant mais pourquoi on va le faire? On n'a pas les compétences, on n'est pas des experts, ce qui est vrai. Alors, on n'a pas les compétences, on n'est pas des experts, mais néanmoins, comme on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, c'est avec une petite base de Node.js toute simple qu'on maîtrise et qu'on va faire changer rapidement qu'on va apprendre. Si j'achète une grosse plateforme faite par des gens plus intelligents que nous, mais bien fermés, je ne vais pas apprendre. Voilà. Et comme malheureusement, je vous ai dit, le digital, c'est un monde difficile dans lequel il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Si je n'ai pas une capacité à apprendre, il y a très peu de chances que ma plateforme achetée cher et installée marche du premier coup et satisfasse mes clients.
Et puis ça nous conduit à une autre pratique commune, c'est le Lean Startup et DevOps, et je vais en parler un peu plus, donc je vais y revenir. Alors, un des buzzwords aussi du monde du moment, c'est le mot plateforme, à côté du mot API. Et à juste titre, je vous ai cité le livre The Age of the Platform, parce que les plateformes sont à la fois une façon d'attirer des clients parce qu'on apporte une proposition de valeur beaucoup plus large, et puis une façon d'être beaucoup plus évolutif. Et c'est toujours cette même idée, software is eating the world, donc tout le champ du métier doit être numérisé. Ça veut dire qu'on a finalement, en termes de, si je raisonne avec mes vieux termes de DSI, en termes de points fonction, la masse des choses qu'il faut faire est immense, à des coûts de plus en plus bas, puisqu'on est dans une compétition mondiale. Il n'y a aucun doute que faire de plus en plus de logiciels à des coûts de plus en plus bas, ça passe par en faire le moins possible et en récupérer le plus possible. Je ne sais pas si vous êtes au courant des cours de productivité logicielle, le nombre de points de fonction, lignes de code qu'on peut faire par développeur et par heure, mais ça s'améliore, mais c'est d'une lenteur infinie. Alors qu'on a des enjeux où il faut faire du logiciel 10 fois plus vite, 10 fois moins cher. Donc la seule façon de faire, c'est évidemment d'être en mode plateforme. Être en mode plateforme, donc c'est faire une proposition de valeur qui donne envie à d'autres acteurs de l'extérieur de participer à votre aquarium. Ça suppose évidemment d'être dans un jeu donnant-donnant, ça suppose d'avoir la bonne culture, je vais y revenir, et ça suppose de se mettre à la place de l'extérieur. Je pense que le chemin le plus long qu'on aura fait dans mon job d'avant à Bouygues Télécom, c'est de se dire, c'est bien gentil de vouloir faire des hackathons, de publier des API, et le monde des telcos, d'ailleurs de manière générale, si je quitte Bouygues Télécom, et à 10 ans d'expérience de publication d'Open API qui ont été très peu utilisés. Pour deux raisons. D'abord, un manque de culture et de ne pas être dans le bon lingo du moment, et surtout de ne pas se mettre à la place du développeur. Donc c'est un jeu où il faut, c'est ce que j'ai mis, c'est give and take, il faut être dans les deux sens. Et alors la meilleure façon de se mettre à la place du développeur quand on est un telco ou un assureur et qu'on va publier des API, c'est d'être un développeur et soi-même d'utiliser les API des autres et de jouer dans les deux sens. C'est-à-dire que si on demande à des ingénieurs extrêmement rationnels, alors un peu actuaires ou un peu telco, de penser des API, ce sont des choses trop complexes. Voilà. Donc on a la seule façon d'être dans le jeu, c'est d'être dans le jeu des deux côtés et de consommer les API des autres. Alors, comme Luc le disait tout à l'heure, à la fin des fins, ce qu'on cherche à faire dans un monde digital, c'est d'amener des expériences satisfaisantes, extraordinaires, émotionnelles à nos clients. Alors moi, je suis un fan de glace, donc je vous ai mis une glace, mais imaginez n'importe quelle image qui vous donne cette idée qu'effectivement, on est bien dans l'expérience, on est dans la satisfaction complète, globale, contextuelle du client. On n'est pas dans le produit, dans le service, on est bien dans l'expérience. Encore un buzzword du digital. Et chez AXA, on est mobile-centric. On se dit mobile first, c'est là que ça se passe. En particulier, on se développe rapidement en Asie. En Asie, c'est le premier objet digital, c'est le smartphone, mais c'est pas vrai que c'est vrai partout. Et faire du smartphone, c'est pas juste faire du mobile. C'est beaucoup plus, c'est profiter finalement de cet objet qui est plein de sensors et qui est plein d'interconnexion avec des écosystèmes logiciels et qui est une télécommande du quotidien. De se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter comme expérience en s'appuyant sur cette plateforme. Alors, dans cette bataille difficile des apps, une bataille que je mène avec Stéphane au quotidien, on sait qu'il faut s'inscrire dans ma première slide, les marchés sont des conversations, l'app doit vous fournir une conversation, elle doit vous apporter de la valeur régulièrement, tous les jours, et donc il faut une stratégie contenu. Et un des enjeux fondamentaux, donc c'est un message à passer je dirais à votre management, c'est qu'une stratégie digitale qui n'a pas une stratégie de contenu, elle part avec un énorme handicap dans le sac à dos. L'autre leçon du monde des géants du web, c'est que quand on fait une app, il faut faire une chose vraiment, vraiment bien. Il faut absolument se concentrer, éviter les effets portail. Et vous avez parlé pendant la journée de User Experience Design, et effectivement, pour apporter l'émotion que j'essaie de rendre avec cette glace, il faut utiliser le design pour réduire la friction, donc c'est toujours cette obsession du temps utile du client, et augmenter le plaisir, c'est-à-dire qu'une app doit faire une seule chose, et elle doit vous apporter du plaisir au moment où vous faites la chose, que ce soit de réserver un billet de train ou de consulter la météo. Alors, une petite anecdote pour expliquer ce que je veux dire dans cette slide. Donc, moi, j'ai un passé de développeur, j'ai même fait des compétitions de code, donc j'avais une certaine self-image de développeur.
Et puis là, j'étais en vacances il y a un an et demi, en Islande, tout au nord, dans une espèce de bled avec 500 habitants, une épicerie qui fait tout. Et il y a 3-4 journaux, il y a cette espèce de bouquin là au milieu, Learn to Code. Donc comme je suis curieux, je prends ce bouquin pour les nuls, 100 pages, et dans ces 100 pages, mon assessment personnel de ce que je sais faire dans les 100 pages, c'est 50%. Et donc quelque chose, alors j'en retiens quoi? D'abord qu'il faut absolument avoir des gens plus jeunes que moi dans vos équipes, et méfiez-vous des papis. Il faut des papis, les papis ont des vertus, et en particulier ils ont appris à faire des systèmes, mais les choses changent extrêmement vite. Et le meilleur test, donc vous prenez un programmeur, par exemple, et vous lui donnez un problème, et vous regardez s'il code ou s'il Google. Donc les dinosaures dans mon genre, ils codent. Et alors j'ai été programmé comme ça fait 30 ans que je code, donc je démarre au quart de tour, je code. Prenez quelqu'un qui est plus jeune, il Google et il trouve le bout de code qui fait la chose. Voilà. Et alors faites ce test, vérifiez que dans vos équipes, vous avez suffisamment de Googleurs par rapport à des codeurs. Si vous avez que des codeurs, ce qui est le cas dans beaucoup de DSI classiques, vous êtes mal parti, vous allez faire du logiciel propriétaire, vous allez traîner des dettes techniques, et en fait, il y a 10 ans, vous étiez mal parti, maintenant vous êtes simplement mort. Mais peut-être un peu dur. C'est pour ça que je viens ici, en fait. C'est pour vous dire les choses que je me prépare à dire dans ma propre entreprise. On est donc dans un monde différent. Et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très bon dans ce test, c'est que ma connaissance, moi je sais bien programmer sur un PC, sur un mobile c'est pas très bon, je fais des progrès mais c'est pas terrible. Et dès qu'on me donne un objet connecté ou un cloud system, je suis vraiment pas terrible. Voilà. C'est pas très grave, j'arrête là. Mais ce qui est important, c'est que dans vos équipes, vous devez avoir compris qu'on est de la programmation. Je sais que le gouvernement est passionné par le fait d'apprendre la programmation aux enfants, c'est bien, mais c'est plus des ordinateurs qu'on code, c'est le monde qu'on code. Voilà. Le domaine a changé. Et j'en profite pour dire, si je fais le lien entre ce point-là et ce que je vous racontais avant sur l'open source, la bonne nouvelle, c'est que donc les technologies fondamentales de demain, l'IA, le machine learning, toutes ces choses-là, elles sont accessibles à tout le monde dans la salle. Et l'idée que pour faire du big data, il faut des data scientists, c'est une grande fumisterie. Il faut juste des gens avec une tête bien faite, vous avez toute une vie bien faite, des gens qui sont prêts à coder et récupérer des algorithmes, des bibliothèques sur le net. Les cas dans lesquels vous avez besoin d'un algorithme super smart qui est plus fort que ce que vous trouvez sur un open source, ils sont rarissimes. Ils existent, hein. Il y a des Kaggle competition pour ça, il y a des cas où vous avez besoin d'une NEC plus ultra en apprentissage bayésien, en machin, ce que vous voulez. Mais c'est rarissime. Dans 99% des besoins des entreprises, le bon logiciel pour faire du web sémantique, pour faire du natural language, pour faire de la classification, pour faire de la prédiction, le code existe déjà, il est simple à utiliser. Et tous les gens plus jeunes que moi, je dirais moins de 30 ans, il n'y a aucun problème, ils peuvent partir. Il suffit de leur foutre la paix, de les laisser travailler. Alors, c'est important parce que j'emprunte à Henri Verdier son pitch, la Data is the New Code. Et j'en profite pour faire de la pub. Effectivement, j'ai travaille à l'Académie des technologies. On a fait un groupe de travail sur le big data et on a fait un rapport. Donc là, je vais vous faire un tout petit résumé, mais je vous encourage à télécharger le rapport qui va être disponible bientôt. Henri Verdier nous dit, ben voilà, effectivement, le monde change. Et on a eu même la chance d'inviter Thomas Hoffman, qui était prof de Big Data à Brown et qui maintenant travaille à Google Zurich et qui est une des personnes qui fait tourner le Big Data chez Google, et qui nous a dit, voilà, data is becoming at the heart of computer science. C'est-à-dire que cette façon de programmer à partir des données est en train de changer le monde, et pas uniquement pour faire de l'analyse de données ou du customer intimacy. C'est vraiment, si on a à reconstruire un système informatique aujourd'hui, il faut penser Big Data. Donc c'est beaucoup plus large que simplement les objets connectés ou les services de demain ou bien comprendre comment mieux vendre un paquet de couches dans un supermarché. Cette façon de programmer, elle s'appuie donc sur les données, elle est sous-linéaire puisqu'on veut traiter des petabytes, donc on a des algorithmes extrêmement intéressants mais très différents, puisqu'un algorithme capable de traiter 10 puissance 15 données, tous les algos que moi j'ai pu faire dans ma vie d'avant, ils ne marchent pas. Et surtout, ils sont machine learning grown. Ça veut dire que quand vous regardez les vrais experts, donc je repense à Google ou à Criteo, ce qu'ils utilisent comme algorithme, c'est du regression learning, c'est des choses assez simples, mais avec des millions de paramètres et qui sont tunés par des années d'apprentissage. Et donc, c'est une façon de faire de l'informatique où la donnée est le point de départ. C'est pour ça qu'on dit data is the new code, parce que de cette manière, l'algorithme
on va le faire émerger progressivement en partant de la donnée. Et ça, cette révolution-là, ça s'apprend. C'est une skill qu'il faut développer. Et comme par hasard, donc je vous renvoie aux livres qu'on ne va pas citer, des concurrents qu'on ne va pas citer, mais les géants du web, ils sont à fond là-dedans. Ils font ce genre de reprogrammation des grands systèmes. C'est du big data, mais ce n'est pas du data science. C'est vraiment du big data, c'est de la synthèse d'algorithmes tirés par les données. Alors, je suis un peu bavard, mais... Un petit mot maintenant sur cette espèce d'ambition, une fois qu'on a posé ça, de ce qu'on appelait un software factory, qui consiste à redonner à l'outil logiciel de l'entreprise, la DSI, mais plus généralement, puisque ça peut être tous les gens qui fabriquent du software, un certain nombre de guides. Alors le premier guide, c'est la notion de factory, qui est une métaphore qui plaît ou qui ne plaît pas, mais que j'aime bien, parce que d'abord elle permet de récupérer tout l'héritage du Lean façon Toyota dans le Lean Software, dans le Kanban, etc. Et puis, parce que, à la fin des fins, je vous l'ai dit, l'efficacité de l'informatique, de l'entreprise en tant qu'acteur digital, c'est son time to market, c'est son delivery. Et ça, il n'y a pas de miracle. Ce qui joue, c'est l'automatisation. C'est l'automatisation, c'est la capacité à construire vite et bien, du premier coup et rapidement. Donc on retombe sur une métaphore très industrielle. Et comme par hasard, le cœur de DevOps, c'est d'abord du Jenkins, du continuous build, du continuous delivery, des tests automatiques, tout ce qui permet d'aller vraiment vite. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler trop de mon expérience chez Bouygues Telecom, mais quand on a cherché à fabriquer des box, on s'est rendu compte que la première chose qu'on devait faire, c'est être capable de reconstruire le build. Il y a quand même 10 millions de lignes de code dans une box en une journée. Voilà, il fallait pour pouvoir en faire une version par jour. Et c'est un investissement, mais une fois qu'on l'a, on est capable de faire des grandes choses, alors qu'avant, de toute façon, on n'est pas dans la course. Et on revient sur cette idée que puisque on va passer sa vie à tout changer, à tout casser, à tout reconstruire, il faut que ce soit automatique. Les faiblesses qu'on pouvait avoir autrefois dans des grands systèmes où on faisait 3 builds dans l'année ne sont pas acceptables si on est parti pour faire un build par semaine, voire plusieurs builds par jour. Et DevOps, dont vous allez parler pendant la journée, c'est bien une combinaison de choses. Cette idée qu'on va pouvoir manager l'infrastructure comme du code, c'est-à-dire traiter toute sa chaîne de fabrication, y compris le hardware, y compris les serveurs dans le cloud, y compris les box quand on fabrique du logiciel embarqué, avec une image logicielle, avec la souplesse qu'on a quand on gère du logiciel. Et c'est également quelque chose de très inspiré de la culture Lean Toyota, cette notion de faire travailler le dev et l'ops, des équipes cross-fonctionnelles de manière collaborative. Alors, là, j'ai fait un petit résumé des best practices qu'on essaye de faire chez AXA, ce qu'on faisait chez Bouygues Telecom, qui est une synthèse de quelques idées clés, et je vais aller vite parce que je pense que vous savez ça aussi bien que moi. La première idée, c'est que dans ce monde digital, donc l'équipe cross-fonctionnelle, elle doit vivre ensemble. Et je vous renvoie au bouquin de Eric Schmidt et Jonathan Rosenberg qui dit « How Google Works », qui explique l'importance chez Google d'avoir des gens qui effectivement travaillent ensemble, vivent ensemble, mangent ensemble, et que l'espèce d'idéal qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années d'équipes complètement virtuelles qui travaillent aux quatre coins du monde et qui font tout à distance, même si ça a des applications, le modèle principal d'une équipe digitale, c'est quand même la synchronicité, et je peux aussi citer le livre d'Eric Ries. D'où cette petite photo qui est un stand-up meeting du matin, une équipe qui vit sur le même tempo. La deuxième pratique fondamentale, c'est celle de la recherche de problème solving, en commun, donc Kaizen dans le monde du Lean, comme outil pour apprendre la collaboration. Alors, moi j'ai appris le Lean Management chez Bouygues Telecom avec Michael Ballet comme sensei, et il insiste, à mon avis à juste titre, on a, nous, en tant que Européens un peu rationnels, une obsession de la résolution de problèmes comme un outil pour résoudre des problèmes. Alors que la beauté du Kaizen, c'est mettre ensemble des gens cross-fonctionnels avec des points de vue différents, et en résolvant un problème, ils apprennent tous à comprendre comment fonctionne le système global et comment collaborer, comment s'aider les uns les autres. Et donc, un Kaizen bien réussi, non seulement ça résout les problèmes qu'on lui pose, mais surtout, ça évite l'occurrence de futurs problèmes. Si on n'a pas compris ça, on passe son temps à faire le pompier. Alors c'est amusant, ça marche bien, on fait du visual management, on fait des post-it, on fait des power, mais on n'a pas le bénéfice un peu structurel du Kaizen.
Et un autre outil de ces équipes cross-fonctionnelles, c'est d'utiliser les murs, c'est de faire du visual management. Alors il y a probablement dans la salle Nicolas Lecher qui est un Xebia qui me sert de coach agile et qui emploie cette très jolie image. Dans le visual management, c'est quand les murs sont des radiateurs d'informations. Voilà, et je trouve que c'est une très, très jolie métaphore. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec le visual management. Et on utilise aussi du Kanban. C'est-à-dire, parmi tous les outils de visual management, il y en a un qui permet de visualiser le flux et de comprendre dans le process qui en attend de quoi et où on en est. L'intérêt du Kanban, c'est d'une part d'éviter d'en mettre trop. C'est-à-dire quand on a trop de post-it, on se rend compte qu'on est juste en train de brasser de l'air, et deuxièmement, de faciliter les transitions, qui est un des points importants. Alors, comme il est temps de conclure, deux, trois slides. Un des messages quand même fondamentaux, si vous acceptez cette idée que software is eating the world, c'est qu'il faut aimer son code, alors ça c'est vraiment important, et valoriser ses équipes de développement. Alors là, je parle évidemment à des convaincus, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs DSI dans la salle, mais je pense que c'est une des transformations les plus profondes. Donc pour ma transformation digitale, et je vais revenir juste après, ça consiste à changer le système de valeur pour reconnaître que dans un monde digital, ceux qui sont en train de créer la valeur au jour le jour, ils doivent être écoutés et reconnus. Là, vous avez une jolie image de hackathon, mais voilà, c'est une bonne façon d'illustrer cette importance du développement. Si le code change sans arrêt, alors il faut faire des code reviews et il faut faire du pair programming. Si on a un code qui est stable, ce n'est pas nécessaire, c'est toujours mieux, hein, c'est un des bons principes de l'extreme programming, mais dans un monde où le code change sans arrêt, ça ne devient pas juste un bon principe, ça devient un fondamental. Et si on se met à faire du code review, alors le code il doit être beau, il doit être élégant, il doit être standardisé, on doit avoir des practices, on doit avoir tout ce qui permet de partager son code. Voilà. On passe d'une discipline individuelle à une discipline collective. Troisième point, quand on produit le code en mode agile, en mode incrémental, par définition, on ne construit pas des cathédrales. On fait de l'organique, et ça s'ajoute, et à un moment, il faut se poser, et il faut faire du refactoring, il faut faire du gardening, pour la métaphore de choix, il faut rejardiner son code, sinon on construit une accumulation de choses et on se remet à faire de la dette technique, même si on est particulièrement agile. Alors ça, c'est ce qu'on essaye de faire, finalement, avec deux des thèmes clés des géants du web. C'est on essaye de faire deux process, un qui est de customer to code et l'autre code to customer. Customer to code, c'est comprendre les problèmes des clients et arriver à leur fabriquer un produit digital qui va résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est vraiment du Lean Startup. Donc, ce n'est pas le but de mon exposé aujourd'hui, mais je vous renvoie à tout ce que vous pouvez trouver sur Lean Startup. Il y a trois phases. Il y a du design thinking pour capturer le problème, prototyper, construire un minimum viable product et après faire grossir, développer, améliorer cet objet digital. Mais ça, c'est la phase vue d'en haut. Vue d'en bas, l'entreprise doit acquérir cette capacité, et au niveau des meilleurs, de transformer un bout de code en un produit qu'on amène entre les mains du client. Et c'est là tout l'intérêt de DevOps. C'est là tout l'intérêt de ce que j'ai appelé le Lean Software Factory. Mais vous pouvez penser à DevOps, c'est un peu la même idée. Et un certain nombre de remarques. D'abord, on le représente avec des flèches, c'est une simplicité de discours. Bien entendu, ce ne sont pas des flèches, c'est des itérations dans tous les sens. Itératif en haut et c'est itératif en bas. Deuxièmement, ce n'est pas deux process séparés. Les produits et les équipes sont transverses. C'est-à-dire ces process fonctionnent avec des équipes qui sont à la fois des équipes qui participent à la création du produit et à la fois des équipes qui participent au delivery. Et pour que ça fonctionne, il faut un changement de culture, je vais y revenir un peu après, et un certain nombre d'artefacts partagés, en particulier, alors je vais citer deux exemples, les Unique Value Propositions, c'est-à-dire la promesse que l'entreprise fait au client par rapport à son pain point, et les User Stories, qui sont le point de pivot dans la méthode agile. Et alors, dernier slide avant la conclusion, ça c'est ce qu'on essaie de faire chez AXA. C'est-à-dire finalement, la maturité digitale c'est quoi? D'un point de vue un peu global, ça consiste, pour les assets informatiques qu'on a déjà, d'être capable d'exposer des API. Donc on dit on a un premier axe de maturité, c'est est-ce qu'on est rentré dans ce monde de la whiteboard integration, où ce que je sais faire, je l'expose en termes d'API. Donc vous avez un modèle de maturité, parce qu'on aime bien les modèles de maturité chez AXA. Donc le minimum, c'est de commencer à exposer, après d'exposer à d'autres que soi-même, puis rentrer dans une architecture microservice avec des petites
services récomposables. Et puis pour finir, arriver au mémo de Jeff Bezos à Amazon, disant de toute façon, on ne fait plus que comme ça, et il interdit d'écrire un bout de code qui ne soit pas utilisable par d'autres sous forme d'API. Donc là, ça donne un premier axe de progrès. À côté de cette ouverture du monde IT, il y a un deuxième axe de progrès qui est de créer le bac à sable digital qui permet en permanence de composer, de tester, d'ouvrir, de faire des mash-ups avec d'autres services dans cet axe stratégique que je vous ai posé dans la première slide, disons le customer is the architect of her own experience. Donc on va créer on appelle ça une plateforme d'engagement client, un espace dans lequel on va utiliser les meilleures pratiques, les meilleurs outils, donc du cloud programming, les pratiques DevOps pour créer cet espace dans lequel on va faire grossir des services. Et après, la troisième dimension, c'est la dimension mobile-centric, c'est la dimension expérience client. Et là, je vais aller un petit peu vite, je vous laisserai regarder les slides plus tard. Il y a aussi un certain nombre de degrés de maturité. Mais j'ai rajouté une quatrième dimension qui est en fait ce que j'essaie de dire durant tout cet exposé, qui est qu'on ne peut pas faire la transformation digitale sans pensée informatique, premier message. Deuxième message, ce n'est pas uniquement une question d'objet qu'on fabrique, c'est vraiment une question de culture. C'est vraiment une question de culture qui remet le logiciel au centre. Et ça passe par le fait de se dire, une transformation digitale, ça ne s'achète pas à l'extérieur, ça se construit de l'intérieur et ça se cultive. Transformation digitale, c'est lorsque les gens qui codent sont amenés à donner leur opinion sur les choses qu'ils codent, etc., etc. Donc pour conclure, première idée simple, puisque software is eating the world, il faut devenir une compagnie logicielle. Ça veut dire construire le logiciel qui soutient le métier de l'entreprise, son cœur métier, choisir ses combats, puisqu'on va faire ça avec une approche d'écosystème, mais il y a quelques points, on ne peut pas tout faire à l'extérieur, donc il y a quelques sujets sur lesquels il faut être les meilleurs à ce qu'on fait. Et dans cette culture, redonner de l'autonomie, du pouvoir, du plaisir et de la maîtrise à ceux qui fabriquent. Et je vous renvoie à Joy Inc., qui est un excellent livre sur comment mettre la culture de l'extreme programming dans vos moteurs de DSI. Deuxième idée, une entreprise digitale, elle est excellente sur deux process. Le process qui va du client au code et l'autre qui va du code au client. C'est vraiment du Lean Startup, du DevOps. Et je vous renvoie à Innovators Method, qui est un très bon livre de synthèse sur ce que c'est que le Lean Startup. Et quand vous avez vu ça, les choses sont assez évidentes sur ce qu'il faut faire. Et troisième message, on est effectivement dans un monde disruptif, dans un monde qui change très très vite. Les choses, le terrain de jeu digital, c'est pas juste des ordinateurs, comme je l'ai dit, c'est des systèmes, c'est beaucoup plus riche et ça change en permanence. Ça change en permanence parce que la technologie permet de mettre de l'intelligence partout et ça change surtout parce qu'on va être capable d'amener des niveaux d'intelligence extraordinaires. Je fais par exemple référence à l'annonce d'IBM qui se prépare avec Intel à faire des chipsets de deep learning qui vous donneront l'équivalent de ce qu'on sait faire avec Watson dans votre smartphone. Donc on aura d'ici 4-5 ans des capacités absolument ahurissantes d'IA, de pattern matching dans les smartphones. Donc on va pouvoir faire des choses vraiment, vraiment extraordinaires. La deuxième raison pour laquelle c'est un New World, et je pense que j'espère avoir été clair sur ce message, c'est qu'on ne fabrique plus des objets statiques, on est en permanence en flow. On est en flow dans les organisations humaines, mais aussi même dans les objets numériques qu'on fabrique, ce ne sont plus des objets statiques, ce sont des histoires. Pensez, on ne fabrique plus des images, on fabrique des vidéos en permanence. Et pour ça, on a besoin d'équipes qui fonctionnent différemment, et je vous renvoie au livre Exponential Organization, parce qu'il décrit bien le changement exponentiel des technologies, et à quel point, pour absorber ce flux, ça nous permet de terminer le talk avec la même image, en disant finalement les entreprises doivent changer parce que leur extérieur change très très vite, et si ce changement est exponentiel, il y a des bonnes structures d'organisation, des réseaux distribués d'équipes agiles, et il y a des mauvaises organisations, des bureaucraties hiérarchiques, et il faut donc faire ses choix.